Rencontre de la Commission des finances et de l'administration du mois de septembre. Parmi les membres présents, premièrement, mon nom est Marc Deneau. J'ai été nommé dernièrement par la mairesse comme président de la commission et j'aimerais vous présenter les membres de la commission. Monsieur Paul Gênes du district de l'Université, Madame Laure Le Tarte-Lavoie du district L'Hôtel-Dieu et un nouveau membre de la commission, Monsieur Raïs Kibonge du district Lac-des-Nations. Nous sommes accompagnés de Madame la mairesse et aussi Madame Annie Godbout, qui est via le web, qui assiste à la réunion. Au point de vue effectif de l'organisation municipale, on est accompagné de Mme Nathalie Lapierre, directrice des services des finances, Mme Caroline Bérard, observatrice, et Mme Elisa Gillois, secrétaire, et Mme Prisca Gilbert, coordonnatrice au soutien aux élus. D'entrée de jeu, je tiens à remercier la contribution de Mme Hélène Dauphinet comme présidente pour le démarrage de cette commission. De notre côté, les enjeux financiers sont énormes pour la Ville. Nous sommes en attente de l'acceptation de notre plan d'action. Mais entre-temps, nous avons à notre séance des sujets les plus intéressants et aussi à venir. Donc, on irait avec l'ouverture de la séance, adoption de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour. Madame la directrice, il n'y a pas de sujet qu'on doit ajouter? Non. Donc, on irait avec lecture du dépôt et procès-verbal de la deuxième rencontre du 23 juin 2022. Membres du Conseil, est-ce que ça représente vos discussions et les décisions qu'on a prises ensemble? Oui. Oui, donc, M. Gênes, vous proposez. Y a-t-il quelqu'un pour appuyer Mme Le Tarte-Lavoie? Donc, on serait rendu au premier dossier. Optimisation des pratiques organisationnelles, présentation par M. Jean-François Jutras. La parole est à vous. Donc, bonjour à tous. Je suis bien content d'être aujourd'hui parmi vous à la Commission sur les finances et l'administration. Je veux vous présenter aujourd'hui la démarche d'optimisation des pratiques organisationnelles de gestion de projet. Pour ceux et celles que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer, je suis arrivé le 16 mai dernier à la DG en tant que conseiller stratégique pour le volet gestion de projet puis performance. La présentation d'aujourd'hui, donc, va porter sur mon mandat principal, mais je participe aussi à l'amélioration de certains processus en lien avec différents dossiers villes. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les 3 objectifs de la présentation d'aujourd'hui. Je prévois environ une quinzaine de minutes, puis va suivre ensuite une période de questions, commentaires, recommandations. Donc, le premier objectif de ma présentation, c'est de vous présenter de façon sommaire les avantages qui sont associés aux bonnes pratiques de gestion de portefeuille de projet. J'aimerais ça détailler aussi les grandes étapes de la démarche d'optimisation des pratiques organisationnelles, en fait, ce qu'on a fait jusqu'à présent, puis vous exposer les grandes étapes subséquentes de la démarche, puis répondre aux différentes questions qui vont être soulevées par le dossier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais m'assurer d'une compréhension commune des notions de projet et d'opération, juste pour qu'on comprenne bien le restant de ma présentation. Donc, quand on parle d'un projet, on parle vraiment d'un ensemble d'activités ou de tâches qu'on réalise en équipe. On doit avoir un budget pour se faire des échéanciers fixés. Puis, le but de ça, c'est de fournir une solution à un besoin spécifique. Donc, un projet, ça a un début et une fin dans le temps. Ça se fait par étapes. Oui. Puis, ça inclut un résultat nouveau, normalement qu'on appelle un livrable. Donc, ça, c'est le projet à proprement parler. Quand on parle des opérations, ça comprend toutes les activités qui sont continues, puis la notion de récurrence aussi. Ça permet la production de livrables répétitifs. Là. Quand on parle de mise en œuvre, de réalisation de politique, de plan d'action, de programme, de règlement, on est du domaine des opérations. Pour donner des exemples de projets, il y en a des multiples à la ville, évidemment. On peut penser à un projet de construction, on peut penser à un projet justement de développement et d'implantation d'un logiciel financier comme Alveo. On peut penser à des projets justement en lien avec la gestion documentaire ou ce projet-là, qui est un type de projet d'amélioration continue en lien avec l'optimisation des pratiques de gestion de projet. Une fois que ces définitions-là ont été clarifiées, en fait, vous comprendrez qu'on a plusieurs défis qui sont associés à la gestion de projet dans le monde municipal. On a un grand volume de projets en continu. L'envergure de ces projets-là est très variable, puis ça touche plusieurs directions municipales. On a des besoins différents en fonction des secteurs d'activité. On a des pratiques qui sont divergentes aussi selon les secteurs. Puis, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre puis d'explosion des coûts, bien, ça rajoute justement aux différents défis qu'on a dans le monde municipal en gestion de projet. Donc, c'est un défi colossal,
mais il y a plusieurs avantages à justement là, appliquer les bonnes pratiques de gestion de projet. Donc, je vous en ai résumé 6 ici. Maximiser l'utilisation des ressources financières, matérielles et humaines. On améliore la communication transversale et on brise les silos. Optimiser évidemment le portefeuille de projet au moyen d'une meilleure priorisation puis d'une analyse de capacité. Uniformiser nos processus de gestion et de prise de décision durant l'ensemble des phases des projets. Gérer efficacement les risques qui se présentent. Puis le dernier et non le moindre, qui est très important, bien, fournir davantage de visibilité pour vous, pour les instances politiques, pour les directeurs, pour la direction générale, en matière d'indicateurs, coûts, délais, qualité. Je vais vous en parler là. Donc, avant tout, je vous ai mis ici cette démarche-là, oui, permet justement d'avoir plusieurs avantages, mais ça permet un retour sur investissement optimal pour les Sherbrookois. C'est pour ça qu'on travaille ultimement. Puis on s'assure que nos valeurs phares sont véhiculées partout dans l'organisation, autant dans le choix des projets que dans leur opérationnalisation. Donc, on parle de collaboration, respect, intégrité, agilité ou imputabilité qui est cachée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent en lien avec la gestion de projet? Ce que tout projet en fait d'amélioration continue commence par une analyse en fait du contexte interne, donc ce qu'on fait à la ville, puis externe, ce qui se fait dans les autres municipalités. Donc, j'ai monté des grilles qui recensent l'ensemble des bonnes pratiques en gestion de projet, puis je les ai remplies avec lors en fait d'entrevues structurées avec les directeurs et certains intervenants. J'ai aussi pris soin de recenser des outils de gestion de projet qu'on utilise à la ville à des fins d'analyse. Donc, les différents éléments qui ont été évalués, par exemple, c'est la gouvernance de projet puis les communications. Donc, c'est quoi les rôles et responsabilités en gestion de projet, toutes les structures, les mécanismes d'évaluation des enjeux puis des modifications en cours et les mécanismes d'autorisation pour le passage aux différentes phases des projets. On a analysé aussi les outils de gestion du portefeuille de projet puis de gestion de projet par secteur. Donc, notre système de priorisation des projets, sur quels critères on se base justement pour attribuer un pointage aux différents projets, dans le but justement de voir ceux qui sont le plus à même de nous permettre l'atteinte de nos objectifs, la mesure de la capacité organisationnelle, comment on fait ça, les outils de suivi de gestion, suivi de gestion de projet comme incluant les risques, les coûts, les échéanciers, puis le suivi des indicateurs, comment on fait ça à l'interne. J'ai aussi profité de l'occasion pour recenser les attentes et les besoins des gestionnaires, des employés en lien avec la gestion de projet. Donc, ce qu'on m'a rapporté le plus fréquemment, en fait, on désire améliorer la concertation initiale, on désire un outil simple, facilement utilisable, puis on veut utiliser un langage commun et unique au sein de l'organisation. Si je vous parle, je vous résume en fait l'analyse externe. En fait, j'ai parlé avec 6 intervenants de Montréal, Laval et Longueuil. Puis j'ai aussi analysé certains outils de ces villes-là, plus des outils de Trois-Rivières. Donc, les principaux constats, en fait, c'est qu'au niveau des critères de définition des projets, souvent les villes vont plutôt en avoir pour leurs projets de grande envergure uniquement. Mais tu sais, dans une ville, il y a des projets de grande envergure, mais il y en a de moyenne envergure, il y en a d'envergure limitée. Souvent, on n'adressera pas, admettons, des critères de définition pour les 2 dernières catégories, surtout les projets d'envergure. C'est ce que j'ai vu. On a des critères de priorisation variables. Chacune des villes utilise certains critères pour prioriser leurs propres projets. On utilise souvent des logiciels de gestion de projet qui sont complexes. Puis, on a des indicateurs multiples en fonction des différents secteurs. Je n'ai pas vu un endroit où est-ce qu'on avait un tableau de base centralisé avec des indicateurs précis. Ce qui a été intéressant au niveau de l'analyse externe, ça a été, je leur ai demandé de me partager leurs bons coups. Ou s'il y avait quelque chose qu'on ne devrait pas faire à Sherbrooke pour ne pas répéter certaines erreurs, qu'est-ce que ça serait? Puis ce qu'on m'a dit, c'est si vous êtes capable de développer vos outils puis vos formations à l'interne, vous allez sauver beaucoup de temps. Si vous êtes capable de réaliser l'implantation des nouveaux outils lors de projets pilotes, de ne pas faire un déploiement d'un coup, pour être capable, en fonction des différentes rétroactions, de s'améliorer. Puis on m'a dit, si vous êtes capable d'avoir justement des gens qui travaillent là-dessus, qui sont des ressources polyvalentes pour éviter de surcharger les TI, vous allez encore une fois gagner du temps. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, en fait, ce qui se dégage de ça finalement, c'est que la vision qui découle d'un portefeuille de projet qui est équilibré, puis qui est priorisé de façon ville, avec l'utilisation d'un outil uniformisé qui va être simple et efficace, ça va vraiment nous permettre de dégager des indicateurs clés pour le suivi des projets, autant par les élus que l'administration. Donc, comment est-ce qu'on va se rendre à bon port, en fait? C'est le but de cette diapo-là. Donc, les étapes subséquentes.
Je ne vous cacherai pas que c'est ma portion préférée de la présentation parce que je suis enthousiaste de vous montrer un petit peu c'est quoi le chemin qu'on désire suivre pour arriver à optimiser les pratiques de gestion de projet à la ville. Donc, si vous voyez le point 1, l'élaboration, le choix des critères de définition et de priorisation des projets, on a déjà débuté grossièrement des travaux à ce sujet-là. Les projets, juste pour rentrer dans un peu plus de détails, là, se présentent selon différentes envergures, comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On veut se doter de critères précis qui nous permettent de déterminer l'envergure des projets. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un projet va être considéré de grande envergure, de moyenne envergure ou d'envergure limitée? Puis ça, ce à quoi ça sert, c'est que ça nous permet justement d'assurer le suivi de ces projets-là à travers des structures de gouvernance précises. On n'aura pas besoin d'un comité de pilotage qui va se pencher sur beaucoup d'éléments si on est dans des projets d'envergure limitée. Ça ne donnera rien d'aller dans ce niveau de détail-là, en fait. Donc, on doit définir mieux nos projets. Puis, la façon de définir mieux ces projets-là, c'est souvent de les analyser sous un angle de transversalité. Par exemple, combien de secteurs municipaux sont impliqués? Est-ce qu'il y a des ressources externes qui sont impliquées? En termes de durée, des fois, il y a certains projets, on ne parle pas d'une longueur temporelle. Des fois, on peut parler, admettons, est-ce qu'on a des fenêtres de temps pour justement réaliser certains projets? Donc ça pourrait rendre certains projets de grande envergure, même s'ils ne dureront pas, par exemple, là, 3 ans ou 5 ans. On peut se baser sur le budget, la disponibilité des compétences, les risques, là, plusieurs éléments. Donc, nous, on va définir ça pour bien savoir l'envergure des projets. Ensuite, pour ce qui est de la priorisation des projets, on va se doter de critères précis. On peut se baser là, sur différents critères comme par exemple l'obligation de conformité, des opportunités de financement, un impact financier, l'impact sur la performance ou l'impact environnemental. Donc, on va regarder nos projets à travers cette lunette-là pour permettre de les hiérarchiser, puis de savoir ceux qui sont le plus à même, en fait, de nous permettre l'atteinte de nos objectifs. On a aussi débuté des travaux sur la mesure de la capacité organisationnelle. Vous comprendrez que si on a un portefeuille de projets priorisé, il faut savoir quand s'arrêter en fonction de la disponibilité de nos ressources. Donc, on n'a pas le choix de faire aussi en parallèle des travaux en lien avec la mesure de la capacité organisationnelle. On va travailler aussi sur le développement itératif. Donc, quand je parle de développement itératif, en fait, c'est en plusieurs cycles, en plusieurs boucles de rétroaction. D'un outil uniformisé de gestion de projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'après toute cette démarche-là, on a trouvé un outil qui existe déjà, le squelette d'un outil, en fait, qui pourrait nous servir, qui répond à tous nos besoins et nos exigences. Sans rentrer dans des détails trop techniques, en fait, il y a 3 éléments principaux dans cet outil-là. On a une application par Power Apps au départ qui nous permet de gérer tout ce qui est priorisation, planification, différentes modifications, enjeux, risques, tout ça. On a Project for the Web qui nous permet d'assurer le suivi en tant que tel du projet. Donc, il y a différents jalons dans des projets, donc des étapes critiques pour la progression. On est capable de détailler nos tâches puis de le suivre aussi en fonction des dépendances, puis de mettre des échéanciers. Puis, en dernier lieu, on n'a pas le choix d'avoir de la reddition de compte aussi. Donc, tout ça est lié à Power BI pour justement obtenir nos différents indicateurs coûts, échéanciers, qualité. Ensuite, une fois que cet outil-là, on est en train de le développer, ce qui serait intéressant, comme je vous dis, c'est le développement de la formation en gestion de projet à l'interne. Parce qu'il existe beaucoup de formations à l'externe, mais ne répondra pas exactement aux besoins qu'on va avoir. Donc, non seulement à travers le développement de cette formation-là, si on le fait à l'interne, on va être capable de parler de l'outil uniformisé plus spécifiquement, mais on va pouvoir aussi développer certaines compétences de notre personnel en planification, par exemple, de coûts d'échéancier dès le départ. Donc, c'est ce qui est intéressant si on développe notre formation. Puis, par la suite, sans rentrer dans les détails, c'est ça, je vous ai mis le déploiement d'un projet pilote dans un secteur clé. Ça, c'est intéressant parce que c'est ça nous permet d'adapter l'outil finalement en fonction des rétroactions qu'on reçoit, puis de mettre en place nos structures de pilotage avant de déployer à grande échelle. Puis finalement, en parallèle de tout ça, la mise en place d'un système d'amélioration continue de la qualité, évidemment, on n'y échappera pas. Je parle de l'élaboration d'un système d'audit, par exemple, pour évaluer nos pratiques. Ensuite, l'élaboration d'un modèle de bilan de projet qui est une bonne pratique. Donc, on archive ces bilans de projet-là. En fait, ça parle des leçons qu'on apprend dans les différents projets, puis on regarde aussi le registre des risques. Donc, quand on ressort un projet qui est similaire par la suite, mais c'est facile d'aller chercher ces informations-là puis de ne pas faire les mêmes erreurs 2 fois. Puis, le système d'amélioration continue de la qualité comprend aussi une bibliothèque d'outils, par exemple, de gestion de projet, la mise en place d'une communauté de pratique ou encore la diffusion puis le développement d'un bulletin de nouvelles, par exemple, pour l'ensemble de l'organisation. Donc, c'est ce qui s'en vient là, en termes à l'intérieur du projet d'optimisation.
des pratiques organisationnelles de gestion de projet. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation sur le sujet. Je vous remercie pour votre attention, puis on pourrait passer. Merci pour ce sprint dans cette présentation. C'est intéressant. Première question, M. Jean. Merci, M. Jutras. Belle présentation, beau travail. À première vue, ben moi, je trouve ça fort intéressant. Comme vous le savez, M. le Président, lors du dernier mandat, j'avais demandé à plusieurs reprises qu'on aille un meilleur suivi de nos projets majeurs. Enfin, j'espère que ce qu'on propose va dans ce sens-là et ce que je vois me semble aller dans ce sens-là. Alors, je suis content de ce côté-là. Si je comprends bien, là, ici, on parle de projets d'envergure très spécifiques et non à l'ensemble des activités de la ville. C'est bien ça? En fait, on parlerait des différents types de projets, mais pas des opérations, effectivement. Donc, les différents types de projets, il y a ceux de grande envergure, comme vous venez de mentionner, mais il y en a aussi qui sont d'envergure moyenne puis d'envergure limitée. Comme je vous dis, en fonction des différents critères à travers lesquels on regarde les projets, ce qui est important de savoir en lien avec l'envergure, c'est qu'ils vont mener à une structure de gouvernance différente, ce qui va être différente pour chacun des projets. Mais les autres villes adressent principalement leurs projets de grande envergure, justement parce qu'on a tout intérêt à ce qu'ils aboutissent ces projets-là, justement en raison des risques, en raison du budget élevé, en raison justement de leur complexité. Mais c'est important parce qu'on n'a pas seulement des projets d'envergure. Donc, nous, dès le départ, on va regarder aussi pour que dans cet outil-là, quand on va rentrer les différents critères en phase de planification, bien, automatiquement, ce projet-là va être classifié selon son envergure, puis on va savoir vers quelle structure de pilotage il va aller. Donc, c'est ça qui est intéressant. On va adresser l'ensemble des projets. Parfait. Est-ce que vous auriez des exemples de projets qui seraient concrets, qui seraient visés par ce nouveau processus-là? En ce moment, Oui, mais pour des projets de grande envergure, admettons, oui. mais c'est sûr que tous les projets d'infrastructure majeure, c'est des projets de grande envergure. Exact. Exact. Donc, tous nos projets majeurs vont rentrer dans cette définition-là, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'un projet n'est pas nécessairement de grande envergure uniquement à cause de son budget. C'est des fois, comme j'expliquais, il peut y avoir des fenêtres temporelles vraiment serrées pour faire un projet, même si le budget est moindre, mais il va falloir faire un suivi serré. Donc, ce ne sera pas juste une question financière, en fait. Et puis, on parlait de projets comment vous disiez ça, là, divergents? Que vous avez qualifié de divergents? Les pratiques Les divergentes. pratiques Ouais, oui. divergentes, Oui. c'est quoi ça? Ça fait appel à quoi, ça? En fait, c'est qu'à la ville, on a différents secteurs municipaux. On n'a pas la même habilité finalement à travailler en gestion de projet. Il y a certains secteurs que c'est leur core business, en fait, là, c'est leur pain et leur beurre. Il y a d'autres secteurs qui sont moins habitués de travailler avec ça. Donc, c'était normal qu'on se retrouve avec des niveaux de maturité, nous, qu'on appelle comme inconstants. On n'a pas le même type d'expertise, puis on n'a pas la même habilité à travailler avec les outils. Donc, c'est pour ça que ça fait que c'est un défi justement colossal d'avoir de l'uniformisation des pratiques. Mais comme je vous dis, on compte bien avec cet outil-là y arriver parce qu'il répondrait aux besoins quand même des différents secteurs. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il pourrait servir de modèle pour les autres services, pour les autres directions. Exact. Le but, ça serait qu'on utilise en fait cet outil-là pour l'ensemble des projets villes. OK. Pour finir par uniformiser le tout. Exact. OK. Merci beaucoup. Merci, M. Jean. Madame Laure Tartavois. Oui, merci pour la présentation. Je pense que c'est toujours bon de revoir nos façons de faire pour s'améliorer puis être plus efficace. Je me demandais, est-ce que les équipes sont mobilisées dans la démarche pour s'assurer du succès? Puis c'était quoi les pertes là, que vous aviez pu constater? Et puis les résultats attendus, dans le fond, c'est qu'on va être capable de mieux faire les projets, d'économiser plus d'argent parce qu'on va être plus efficace. J'ai une série de questions, mais je vais commencer avec ça. Mais il y a aussi un aspect de satisfaction des équipes. Parce que, tu sais, une des choses qu'on m'a présentées justement dans cette démarche-là, normalement, quand on fait le diagnostic organisationnel, on ne va pas toujours voir les attentes puis les besoins. Puis ça a été une portion importante justement de ma démarche. Fait que les gens me disaient souvent, ben,
Quand on a des projets majeurs, la communication, des fois, est plus difficile. On n'est pas interpellé dès le départ. Puis, une des problématiques que ça fait, c'est qu'on planifie un projet, puis en cours de route, on se rend compte, par exemple, oups, je vais avoir besoin des communications, oups, je vais avoir besoin des finances, oups, je vais avoir besoin des RH. Puis, les autres secteurs collaborateurs, admettons, dans les projets majeurs ou dans les différents projets villes, avaient de la difficulté, justement, à planifier en raison de ça. Donc, l'outil va permettre, justement, de les interpeller dès le départ. Puis, ça va répondre à une de leurs attentes là, qui est majeure, là. OK. Puis, je voulais savoir, en fait, est-ce qu'il y a une place pour les élus dans toute cette démarche-là? Est-ce qu'il va y avoir des suivis là, sur les différents projets qui vont être implantés de cette façon-là pour qu'on puisse un peu suivre tout ça? Absolument. En fait, les indicateurs qui vont être recueillis principaux, là, comme je vous dis, c'est souvent le coût, les délais. Si on est capable d'avoir une bonne visibilité là-dessus, déjà, on va avoir fait un gros pas, en fait. Puis en termes de qualité aussi du livrable, puis de satisfaction des employés, c'est ça qui va être prévu, de satisfaction des clients et des employés. Puis évidemment, les élus, moi, je crois que ce serait important aussi que vous soyez consultés au niveau des différents critères de priorisation. Parce que ce que ça fait, en fait, ces critères-là, quand on va les choisir, c'est qu'on passe l'ensemble des projets à travers ce filtre-là. Donc, qu'est-ce qui est important? En fait, si jamais vous avez des priorités ou quoi que ce soit, ben, à travers ce filtre-là, ça va être possible justement d'avoir un portefeuille de projets qui représente autant le désir des élus que justement et qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, que ce soit financiers ou de performance au niveau ville, là. Je voulais savoir aussi, il était question de gérer les risques là, dans la présentation. Oui. Est-ce qu'on parle là-dedans, on rentre un peu la gestion des actifs, de calculer le coût environnemental dans les projets? Est-ce qu'on rentre tout ça ou ça inclut? Ben, on est encore en une phase préliminaire là, du développement de l'outil. Tu sais, ça va être quelque chose sur laquelle on va devoir se questionner si on est capable de le faire. Effectivement, ça serait intéressant, mais au niveau de la gestion des actifs, mon collègue Louis-Martin Guénette, que vous connaissez, on travaille main dans la main pour le développement de cet outil-là, parce qu'on ne se cachera pas que le nombre de projets qui concernent des actifs, c'est énorme à la ville, donc je n'avais pas le choix de travailler main dans la main avec lui OK. pour ce développement. Mais quand on parle de risque, à proprement parler, c'est toute situation en fait qui peut contrevenir à l'atteinte des objectifs du projet. Donc, selon les différentes phases de projet, il y a différents risques qu'on va essayer déjà d'inclure dans l'outil. Donc, il y a certains risques qu'on va pouvoir ajouter manuellement, mais il y a certains risques aussi qu'on va avoir, par exemple, dans un menu déroulant ou quoi que ce soit. Puis, on va calculer souvent des indices de fréquence puis de gravité. Donc, à ce moment-là, ce risque-là, il y a combien de chances que ça se produise? Est-ce que l'impact va être majeur? Donc, puis ce qu'on va faire aussi en lien avec les risques, c'est d'aller voir quand on va mettre en place des mesures pour justement que ces risques-là soient atténués ou évités. Bien, dans les bilans de projet que je vous parlais tout à l'heure, on va garder en archivage ces les actions qu'on va poser. Fait qu'on va pouvoir s'améliorer dans le temps aussi. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. Oui, mais c'est parce que c'était dans un peu nos priorisations de la commission, là, la gestion des risques, tout ça. Fait que je veux savoir si ça allait un peu comme s'arrimer. Mais je vous avais bien répondu, là. C'est correct. Merci. Monsieur Kibonge. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour la présentation. Je trouve ça non seulement très intéressant, mais ça me permet de poser une question que j'avais posée à une autre commission, la commission de développement économique. On a parlé que les élus étaient impliqués dans le critère de priorisation, puis je me demandais si l'outil pourrait innover en ayant une case que j'appellerais une case audace, parce que les différents spécialistes, les différents fonctionnaires avec qui on travaille font un très bon travail, mais j'ai l'impression qu'ils font déjà un pré-filtre qui fait qu'ils vont nous proposer 3 choix. Un choix, on va dire, comme qui est très conservateur, un choix qui peut être quand même poussé, puis il y a une espèce de voie médiane. Mais l'importance dans cet outil-là d'avoir une case que j'appellerais une case audace, ça serait comme un 4e choix qui est plus grand dans la prise de risque, mais aussi dans la créativité, dans l'innovation et extra, et qui permet de dire que, OK, mettons, on est en train de travailler sur tel type d'infrastructure, là, vous avez le choix entre approuver un projet entre 5 millions, si vous voulez être très conservateur, et 15 millions. Mais si vous voulez
vraiment être plus innovateur, faire une plus grande prise de risque, on peut aller jusqu'à 40 millions, mais là, on crée quelque chose de nouveau et on essaye, dans le fond, on sort des sentiers battus. Parce que quand on parle des critères de priorisation, justement, on essaye souvent de voir qu'est-ce qui est le mieux, mais ça se peut que parfois on limite beaucoup la prise de risque vu qu'on gère des fonds publics puis qu'on essaye de justement gérer responsablement. Mais de la même façon que certaines entreprises vont prendre des risques pour être capables d'innover et d'aller plus loin. De la même façon, je trouve que ça serait intéressant, même si c'est juste, même si le quatrième choix n'est jamais pris en compte ou que juste pour continuer à cultiver cette créativité-là chez différents employés à qui souvent j'ai une conversation qui me disent, mais tu sais, si c'était de moi créativement, j'essaierais ça, là, mais je sais déjà que le troisième choix va faire crier, fait que c'est pas vrai que je vais vous mettre un quatrième choix. Mais de savoir que cette case-là, prise de risque, audace, innovation existe et que même si on la regarde juste une fois sur 10, là, ça permet de continuer à cultiver cette créativité-là et qu'un jour on dit comme, ah, tu sais quoi, ça va coûter le double, mais ça va tellement nous sauver de l'argent sur un long terme, ça va tellement venir changer la donne en tant que telle que pourquoi pas. Et essayons. Donc, ça serait c'est la demande que j'avais fait déjà dans une autre commission, c'est la demande que je répète encore ici, là, de dire comme avoir un espace de créativité qui permet l'audace, justement. Et je ne sais pas si ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais en fait, c'est très intéressant ce que vous dites parce que j'ai vu dans différentes villes, comme je vous disais que les grilles avec les critères de priorisation sont différentes selon les villes. J'ai vu que certaines villes incluaient un volet, admettons, innovation. Mais à ce moment-là, la façon qu'ils déclinaient leur grille pour être capable de bien l'opérationnaliser pour que finalement ça sorte bien quand on fait de la priorisation de projet, c'était de changer la pondération des critères par type de projet. J'essaie de vous l'expliquer. En fait, si, admettons, on regarde un projet de type maintien d'actifs, par exemple, je ne sais pas, une rue, OK? Ben là, à ce moment-là, ce critère-là est encore là, mais on diminue le pourcentage, le poids qu'il va avoir, parce qu'évidemment, il n'y a pas réellement sa place. On a d'autres considérations dans ce type de projet-là. Mais si on parle d'un projet de développement de croissance, ben là, à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait place à de l'innovation. Donc, on augmentait la pondération. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'en fonction des différents types de projets, on avait des grilles avec des critères qui sont pondérés. Donc, j'ai vu ça dans deux municipalités, ce qui est quand même intéressant. Donc, nous, on a déjà travaillé un petit peu, comme je vous dis, là, juste pour voir, en fait, si on utilisait tel critère. On a passé les projets PTI à travers un outil de simulation juste pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Si on n'est pas encore à la phase où est-ce que c'est effectivement fonctionnel, là. Mais on n'a pas mis ce critère-là, mais il y aurait moyen peut-être là, de rajouter ça puis de voir en fonction de la pondération pour voir les différents projets. Rajouter un aspect d'innovation, effectivement. C'est quelque chose qui est possible, M. Kibonge, sans problème. Ouais, parce que je trouverais ça vraiment bien, comme on dit, un des pouvoirs qu'on a, c'est finalement à la fin de faire des choix, là. Mais si on a comme tous les choix, ça devient plus intéressant, là, puis on commence à mesurer la vraie prise de risque ou si on se sent différent. Et ma dernière question, c'est concernant la mobilisation des équipes. Souvent, on parle de mobilisation, de voir est-ce que les gens adhèrent. Puis j'ai bien aimé que, justement, ça fait partie des choses que vous regardez. Moi, c'était au niveau de la note que j'avais prise, c'est qu'est-ce qui est fait au niveau de l'adhérence à certains projets. Quand on sait, par exemple, que on a un employé qui va être beaucoup plus mobilisé par le transport ou par le recyclage ou par, je ne sais pas moi, la sécurité et tout. Est-ce que ça fait partie aussi des critères qu'on intègre de dire, vu que les êtres humains, dans leur pyramide de Maslow, vers la fin, on a un besoin d'accomplissement et de dire que, on est en train de travailler, par exemple, sur les grandes fourches, puis on va s'assurer que tout le monde ou la majorité des gens qui sont liés à ce projet-là aient cette mobilisation-là de dire comme, vous êtes en train de faire quelque chose, une œuvre sur laquelle vous allez laisser votre nom, on va dire, là. Et
adhérer, faire, mettons, travailler la partie adhérence à des projets, que ça soit pas juste comme, ben, tu sais, moi, dans la vie, je construis des routes, fait une route de plus ou de moins, mais que ça soit comme, que les gens comprennent qu'ils font partie d'un projet, là, que les projets aient des âmes, si je peux dire ça comme ça, là. Je sais que ça a l'air assez ésotérique, mais que de la même façon que les gens vont se mobiliser en disant comme, ah, ça, ce projet-là, c'est mon bébé. Ce projet-là, c'est ça. Et je veux que, mettons, si on parle par exemple d'avoir les racks sur les autobus qui transportent les. Il y a quelqu'un, j'imagine, à quelque part, là, qui n'a pas poussé ça juste pour comme, ben, je réponds à une demande. Il y a quelqu'un qui a dit comme, moi, là, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puis je veux participer à ça. Fait que dans la création de projets ou dans la gestion de projets, là, est-ce qu'il y a cette option-là aussi de dire, on va non seulement prendre le spécialiste, là, mais voir quelqu'un que ça allume ou travailler à trouver le point commun de dire, bon, toute cette équipe-là, voilà ce qui les motive pour l'accomplissement de ce projet-là, puis on va comme les motiver à ça, là. Mhm. Ben, je trouve ça super intéressant à nouveau ce que vous expliquez. Euh, En fait, moi, ce que j'ai pensé, en fait, au niveau, justement, tu sais, je vous expliquais de la démarche un peu de bilan de projet tout à l'heure. Donc, c'est qu'en fin de chacun des projets, normalement, l'idée, j'ai déjà bâti une ébauche, là, ça reste quand même à peaufiner, puis tout ça, c'est d'avoir un questionnaire minimalement de satisfaction auprès de nos employés. Il y a différents éléments qui doivent être évalués absolument, là. Est-ce qu'on a, par exemple, est-ce qu'on a senti du soutien dans l'équipe? Est-ce qu'on comprend pourquoi on travaille? Est-ce qu'admettons, il y a certains éléments qu'on pourrait faire pour rendre ça plus efficace, pour rendre ça plus intéressant peut-être? Donc, ça pourrait être intéressant de modifier peut-être ce questionnaire-là, puis d'ajouter un volet un peu plus qualitatif comme ça pour aller chercher la signification personnelle ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est possible de faire. Effectivement. Puis, tu sais, justement, en voyant les résultats de ça, ben là, c'est là qu'il y a moyen en équipe de voir, bon, ben, est-ce qu'on peut peut-être mieux communiquer? Est-ce qu'on peut faire du coaching? Est-ce qu'on peut rectifier certaines choses? Puis, à long terme, c'est là que la culture change puis que ça devient intéressant. Mais j'abonde dans le même sens que vous là-dessus. Puis, effectivement, il va y avoir ce volet-là qui va être intégré là, dans nos démarches d'optimisation. Merci. Merci beaucoup. Une des questions qu'il peut y avoir, c'est votre répondant dans l'organisation municipale, c'est qui? Le directeur général ou Oui, ben, en ce moment, c'est Guylaine Boutin, DGA. DGA? OK. Donc, le déploiement, on parle de 2024? Ben, ça reste à voir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se produire, comme je vous dis, c'est qu'on veut développer ça. En développant l'outil de façon itérative, le squelette est déjà là, comme je vous dis, au niveau de l'application, au niveau de Project for the Web, au niveau de Power BI. On a les compétences à la DG, Louis-Martin Guénette et moi, pour adapter cet outil-là à la sauce ville de Sherbrooke, en fait. Donc, ça va être de voir. Puis, au niveau de la formation aussi, il faut qu'elle soit développée. Donc, on a des précédents là, au niveau de la formation 365. Vous êtes probablement au courant. Donc, on veut aller dans la même veine que ça parce qu'on a une opportunité en ce moment. Mais la problématique, c'est qu'on va choisir un secteur, par exemple, pour développer de façon itérative, rentrer les projets là-dedans, mais c'est sûr qu'on va avoir des problématiques en cours de route. Tu sais, ce genre de projet-là, c'est jamais un beau chemin lisse, hein. On a toujours des petits pépins en cours de route. Puis, donc, ça va être de voir justement ces adaptations-là nous prennent combien de temps. C'est très difficile à dire à ce moment-là. Mais on a tout le bon diagnostic organisationnel qui a été fait, puis a été fait à l'interne aussi. Tu sais, je ne vous ai pas dit ça, mais c'était un enjeu pour plusieurs villes aussi. Ils ont confié ce diagnostic organisationnel-là de gestion de projet à des consultants qui ne connaissaient pas, admettons, les rouages de la ville. Donc, leurs recommandations, finalement, ont souvent été tablettées, ont perdu du temps en lien avec ça. En lien avec leur logiciel de gestion de projet, ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'il y avait eu beaucoup de pépins parce que justement, il était tellement complexe, puis l'implantation s'est faite sur tellement de temps qu'il y avait des gens qui partaient, que là, on avait des mises à jour de ce logiciel-là, puis que là, on devait repartir en continu. C'est comme une boucle qui était sans fin. Fait qu'ils m'ont dit, vous avez une solution simple, vous avez les compétences à la direction générale pour adapter cet outil-là, profitez de cette opportunité-là. Donc, je ne peux pas vous donner une date précise, mais je sais que c'est en cours. Puis comme je vous dis, ça fait 4 mois que je suis là. On a déjà réalisé un diagnostic organisationnel. On a commencé, moi et Louis Martin, à adapter cet outil-là. On a travaillé sur nos critères de priorisation de définition déjà. Je suis en cours de recenser des éléments au niveau de la capacité organisationnelle. Ça roule rondement. Et les deux dernières questions, pour les faire en rafale, là.
quand on parle du constat, moi, je pense que en tant que membre du conseil municipal, c'est aussi le dépassement de coûts. Dans plusieurs projets qui ont eu de mauvaises nouvelles, moi, je pense qu'il y a un encadrement puis un questionnement. Justement, la démarche, on parle beaucoup de l'organisation municipale, des employés, le citoyen là-dedans. Là. Moi, je pense que je peux vous dire que je vis cette semaine, au cours des dernières semaines, dans un chantier de construction, des malaises avec certains citoyens. Moi, je pense que ça doit faire partie de la planification. Et lorsqu'on arrive dans l'évaluation ou le bilan des travaux, une grande portion doit être sur la satisfaction cliente ou citoyen et les inconvénients qui ont été créés. Puis je pense que ça peut être large, là, mais il faut, selon les situations géographiques ou à quelle artère, on parle souvent de projets artériels, à savoir si c'est un secteur commercial, tout ça. Je pense qu'il y a une préoccupation qu'on doit avoir un petit peu plus grande que la satisfaction client. Et pour venir en lien avec, je pense que c'est Mme Le Tertre-Lavoie, le compte-rendu ou le bilan de tout ça, on a mis en place des commissions, mais moi, je pense que quand vous avez analysé dans certaines villes qu'est-ce qui se passe, certaines villes ont justement une réduction de compte qui est faite un comité en lien avec les travaux. On a certaines villes, c'est aussi service public, ces choses-là. Moi, je pense que c'est quelque chose dans l'analyse de la gouverne de la ville de Sherbrooke. Quelqu'un qui a un problème avec les travaux d'infrastructure, quoi que ce soit, c'est à qui s'adresse? S'adresse à son élu, mais ça va où? Tandis que s'il y avait vraiment un genre de bilan annuel qui serait déposé pour justement s'assurer du service rendu, ce serait fort intéressant. Monsieur Gênes, pour terminer. Merci. Mais dans le concept, je pense que les élus ne peuvent pas intervenir, malheureusement. Mais si elle a une question, je suis convaincu qu'elle peut le transmettre à quelqu'un de nous. Oui, M. Gênes. Merci, M. Vous le parlez Président. de moi, là? Oui, Que je veux poser ça. des questions? OK, c'est parce que Non, les gens ne viennent pas au conseil. Madame Godbout, Hein? Ouais. on disait que dans la formule des commissions, malheureusement, vous ne pouvez pas adresser une question, mais vous Non, pouvez la puis transmettre les sur personnes ne l'acte. viennent pas au conseil, puis on ne peut pas poser de questions en commission, puis on peut pas, les gens ne viennent pas au conseil. Je n'arrive pas à comprendre la dynamique, là. J'ai 1001 questions. C'est un projet qui est majeur pour la ville de Sherbrooke, là. Comme je vous dis, Madame Godbout, c'est juste que dans le processus, c'est comme ça. Vous l'avez déjà vu dans les commissions, il y a des gens qui adressent la commission par les gens qui sont présents. Donc, M. Gênes, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Bon, vous m'avez un petit peu arraché les mots de la bouche, M. le Président. Moi, c'est sûr, M. Jutras, pour la prochaine étape, ce serait le fun qu'on aille un petit peu plus loin. Peut-être un acétate qui explique ce que ça va changer concrètement. Et puis, qu'est-ce que ça va améliorer concrètement pour nous, les élus, et comme M. le Président le disait, pour la population, pour qu'ils soient capables de suivre la game, autrement dit, ce que Mme la directrice des finances fait à chaque année, là, à la fin de l'année, à la population par rapport aux taxes et par rapport aux impôts et à tout, là. Alors, ça serait intéressant qu'on aille un petit peu plus loin la prochaine étape et puis que là, on voit là, en termes spécifiques et facile à comprendre pour la population, pour que ceux qui veulent suivre justement la game soient capables. Alors, Je retiens votre commentaire. Puis, ça va être évidemment inclus dans cette démarche-là d'optimisation parce que le tableau de bord, au final, qu'on va avoir, ben, va être relativement simple avec les indicateurs, puis des cibles qu'on va se fixer à l'interne. Donc, il va y avoir des couleurs, ça va être parlant, puis ce ne sera pas des indicateurs trop complexes. On va aller avec les principaux qui vont nous permettre d'avoir une bonne lecture de la santé de nos projets. Merci, M. Jutras. Et oui, monsieur. J'ai juste une dernière intervention, je m'excuse vraiment là parce que ça m'est venu quand j'entendais les autres interventions. Cette année, on a voté sur le projet 1204, 1200-04 concernant justement exactement pour les promoteurs. Et une des données qui a comme beaucoup influencé notre vote, c'est la comparaison par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Et là, je me dis que souvent, quand quelqu'un travaille, quand vos équipes travaillent, qui sont concentrées sur leur
leurs travaux, ils n'ont pas le temps de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Et c'est là où je me dis, est-ce que ça vaudrait la peine d'avoir une équipe, quelqu'un, un spécialiste, dont la seule job, ça serait de comparer qu'est-ce qui se fait mieux ailleurs, que ce soit au Québec, en Amérique du Nord ou ailleurs, mais de voir c'est quoi les bonnes pratiques. Parce que souvent, on est chanceux, comme on parlait tantôt des gens mobilisés. Quelqu'un va être très mobilisé dans sa job, va aimer ça comme travailler à la STS, puis dire comme il reçoit des journaux de tout ce qui se passe en transport en commun ailleurs. Mais si on a quelqu'un dont le travail, c'est de s'assurer comment est-ce que ailleurs ça se fait dans les autres villes, c'est quoi les innovations, c'est quoi les projets audacieux et tout ça, est-ce que ça pourrait être comme quelque chose qui, à la longue, vu que ce service-là, c'est juste un service de comparaison et de recherche, là, ça aide à maintenir les pratiques à jour, puis on ne se fie pas juste sur la bonne foi ou les hobbies des personnes pour dire comme, ben, éventuellement, quelqu'un va entendre qu'une bonne pratique se passe ailleurs. Fait que ça pourrait-tu être quelque chose à développer? Donc, chercher activement comment est-ce que ça se passe ailleurs. Ben, c'est intéressant, mais c'est ça, les conseillers, par exemple, nous, on siège souvent au sein de différentes instances, comme par exemple, moi, en gestion de projet, mais je vais siéger à la table de concertation PMI Montréal, par exemple. Donc là, à ce moment-là, on rencontre des personnes qui font un petit peu le même travail que nous dans d'autres municipalités, puis c'est là qu'on permet justement, dans ces lieux d'échange-là, de voir, ben voici, tu sais, comme la présentation de cet outil-là, je vais la faire à cette instance-là. Pour leur dire où est-ce qu'on en est par rapport à la gestion de projet, à l'optimisation des pratiques, puis tout ça. Fait qu'on le fait déjà dans une certaine mesure, en fait. Merci, M. Kiponge. Madame Godbout, il nous reste environ 3 à 4 minutes. Je vous donnerai l'opportunité de poser votre question. En 3 à 4 minutes, qui comprend la réponse. Merci. Okay. Bien, merci de l'ouverture, mais en fait, j'en ai plusieurs questions. Ben, la première, là, ben, d'abord, je veux vous dire que enfin, là, tantôt, Paul parlait 4 ans qu'il souhaitait. Moi, ça fait 8 ans là, que je souhaite qu'on ait cette nouvelle méthode de travail-là là, à la ville. Fait que c'est vraiment un grand coup vers la modernisation là, de l'organisation. Maintenant, vous parlez d'un logiciel, mais au niveau des méthodes utilisées, là, vous vous enlignez vers quoi? Est-ce que ça va être des méthodes de type là, Scrum, Agile, Waterfall, Kanban? Vous n'êtes pas allé dans ces niveaux-là, mais moi, ça m'intéresse là, particulièrement. Là, parce que vous parlez d'un logiciel, mais normalement, la méthodologie puis le logiciel utilisé sont quand même arrimés. Là. M. Jutra, avant de répondre, peut-être prendre en note les questions. Puis Mme Godbout, vous avez dit plusieurs questions. Toutes défilez vos questions, s'il vous plaît. OK. Ensuite, je voulais savoir, est-ce qu'au niveau des feuilles tantôt, là, vous parlez qu'on va avoir une meilleure visibilité là, sur en fait, vous avez parlé là, de la capacité, là, si je reviens à la capacité en tant que telle. Est-ce que le niveau de transparence là, qu'il va y avoir sur la feuille de route là, des différents services, là, je me questionnais ça. Est-ce que c'est quelque chose qui va être accessible aux élus? Tout ça, là, pour moi, ce volet-là était pas clair. Puis aussi en complément à la première question que j'ai posée, je me demandais si ça va nécessiter plus de chargés de projet à la ville aussi, là, parce que la méthode, l'outil, mais aussi ben, les humains en arrière, là, c'est sûr que ça va peut-être prendre plus de gestionnaires de projet. Je voulais vous entendre par rapport à ça. Puis aussi, vous avez parlé de l'approche décisionnelle. En fait, vous avez parlé que vous arrimez beaucoup avec Louis Martin au niveau de la gestion des actifs. Mais moi, je me questionnais par rapport au sommaire décisionnel là, qu'on a parce que, comme élu, votre document me semble, en tout cas, j'aurais aimé ça comme Paul, voir du contenu à l'intérieur de votre outil là, pour voir à quel point ça sert, puis c'est intéressant là, pour rendre ça le plus concret possible. Là. Tout le temps bon d'avoir un exemple très, très concret. Mais je me questionnais par rapport à l'approche décisionnelle. Tu sais, quand on va avoir, souvent il y a des projets qui nous sont ramenés, mais qu'on n'a jamais tout l'historique. Donc, est-ce que vos fiches projets vont tout le temps être connectées avec nos sommaires décisionnels
pour qu'on puisse revoir un peu l'histoire le plus facilement. Parce qu'on a tout le temps un peu de la misère à avoir le portrait général quand on a une décision à prendre sur un projet qui est en transformation, là. Fait que ça, c'était une préoccupation que j'avais. De toutes les questions, c'est probablement la plus importante, là. Mme Godbout, vous n'aviez pas de crayon, mais je vous ai noté. Logiciel, Au niveau, ah oui, au niveau des cadres de référence, en fait, des différentes méthodologies, c'était ça votre question, Mme Godbout? Exact. Oui, la première, en fait, c'est qu'au niveau ville, au TI, évidemment, ils ont des modes de fonctionnement hybrides. Là. Comme je disais, on a un niveau de maturité qui est différent, qui est variable selon les différents secteurs. Au niveau des TI, on a le pain et le beurre. En fait, c'est la gestion de projet. Il y a plusieurs types de cadres de référence puis de méthodologies qui sont utilisées. Tandis que dans le reste de la ville, on est plus évidemment en fonction des différents projets dans un mode cascade, comme vous dites. Donc, cet outil-là va répondre à l'ensemble des besoins des autres secteurs, tandis qu'au TI, tout dépendant du projet, des fois, il va y avoir possibilité probablement d'utiliser un autre outil, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même tout rattacher ces données-là vers un tableau de bord unique centralisé. Je ne sais pas si ça répond à votre question. OK. Puis il y avait le volet des gestionnaires de projet. Est-ce que ça va nécessiter plus de gestionnaires de projet à la ville? Godbout, à juste terme? parce que là, on manque de temps. La capacité, on a parlé de capacité de transparence. Oui, Parmi les questions. effectivement, le tableau de bord va servir à tout le monde. C'est pour ça qu'il va être mis en place non seulement pour l'administration, mais pour les élus aussi, pour bien voir, comme je vous disais, avec des indicateurs parlants, des couleurs, des cibles qu'on va se donner, là. Ça, c'est certain. Ressources humaines, Ressources est-ce que humaines, ça va amener des demandes de ressources humaines additionnelles pour... ouais, c'est très difficile de répondre à ça. Comme je vous dis, ça fait 4 mois que je suis là, puis là, on a commencé, ça roule rondement, comme je vous dis, mais l'outil est en développement en ce moment. On est dans les phases préliminaires. Fait que je ne pourrais pas vous répondre à Madame ce niveau-là. Lapierre, je pense que vous En avez fait, une- en complément, M. Jutra, si vous permettez, je pense que ça va dépendre justement des résultats de l'analyse de capacité. Parce que présentement, on le voit, là, réaliser certains projets, ça peut nous prendre plusieurs années. Fait que, suite à l'analyse de la capacité, on va probablement identifier est-ce qu'on a un problème de capacité? Puis si oui, ben, on va identifier quel type de ressources cause peut-être les goulots qui fait que ça retarde. Donc, je pense que tout va résulter un peu de l'analyse de la capacité, puis de voir aussi. En termes des différents projets qu'on va réaliser, effectivement, en termes des différents chargés de projet nécessaires pour mener à bien les projets, je ne peux pas répondre par contre là-dessus tout de suite. Et il y a un dernier volet qui était un genre de rapport annuel ou l'avancement. Moi, je me Non, c'était trompe, pas c'est ça. pertinent de venir de façon annuelle présenter l'avancement et le bilan à la Commission des finances. C'était pas ça ma question, Ça. Marc. Madame Godbout, on va être obligé de, parce qu'on a une autre présentation des gens d'Hydro OK. qui était planifiée pour 10 heures. Donc, merci, M. Jutra. Et je suis Merci à vous. convaincu, Madame Godbout, si vous avez des questions, vous savez comment joindre M. Jutra. Et on va prendre une pause de 5 minutes pour laisser le temps aux gens d'Hydro Sherbrooke de s'installer. Puis encore une fois, merci, M. Jutra. Puis félicitations pour ce projet. Merci à vous. Intéressant. Merci. Bonjour. Il y a un rapport que l'année passée, on a manqué d'eau dans nos réservoirs. Je pense que cette année, on n'aura pas ce problème-là. Oui, c'est ça. Cette année, on n'aura pas ce problème-là. Caroline, la présentation, je se demandait si c'était sur... C'est eux qui doivent la présenter.
Il y a le bilan, le rapport annuel. Rapport annuel puis présentation du plan stratégique. C'est à l'agenda, c'est quoi? Oui. Tu veux-tu aller chercher avec? Faire un mot d'introduction quand on va parler de la présentation de la démarche diversité, équité et inclusion? Juste un petit 15 secondes. Là. Pas là, là. Tu vas avoir 45 minutes pour te préparer. Pour 15 secondes. Hein? Donc, ça pose cigarette de monsieur. Oui. Ah, vous aviez une réunion tard hier? Le comité de retraite. Peut-être à 25. Il est temps, la rue Wood, il y en a un autre qui a été inondée cette nuit. Ouais, mais. Le monde m'a dit, venez pas faire ma rue, là. Mais moi, j'ai dormi. Hier soir, je travaillais au sol, puis on a comme une l'offre à ma fille qui est plus là. Je me suis étendu sur son lit, je me suis endormi, je ne peux descendre de rien. Un matin, c'est 5h30. Donc, mesdames, quand vous êtes prêtes, on est prêts. Ah, Paul, as-tu prolongé ton stationnement en même temps? Oui.
Bonjour, nous sommes de retour à la Commission des finances d'administration à la séance du mois de septembre. Avant de passer au point de Hydro-Sherbrooke, au point 5.1.1, présentation de l'avancement de la démarche d'optimisation des pratiques. Dans le document, il y aura une modification à faire. C'est quand on mentionne, ça va être présenté à la Commission sur les finances, l'administration et les relations citoyennes. Il faudra enlever « et les relations citoyennes ». Merci beaucoup. On irait au 6.1, la présentation qui va être faite par M. Christian Laprise, accompagné de Mme Leclerc. Deux présentations. La première, c'est sur le rapport annuel 2021 d'Hydro-Sherbrooke et la deuxième, par la suite, sur la présentation du plan stratégique Hydro-Sherbrooke. La parole est à vous. Ah, ça fonctionne, hein? Alors, bonjour à vous. Alors, je crois que je dois partager. Ça devrait être ceci. Vos logos sur vos présentations, l'éclair qu'on voit, c'est-tu une commandite du Lightning de Tampa Bay ou... Non, aucune commandite. Cette nuit, il y avait beaucoup d'éclairs. Oui, oui. Alors, on est dans le thème. Alors, à chaque année, Hydro-Sherbrooke fait un rapport pour faire l'état des lieux, puis voir les chiffres, la croissance et comment les choses progressent. On en fait d'ailleurs une activité à l'interne pour le partager aux employés, mais aussi on en fait un dépôt officiel sur le site web pour le rendre public. Puis dans cette étape-là, on fait un sommaire décisionnel afin de déposer le rapport au conseil municipal. Puis habituellement, on fait une brève présentation là, des principaux faits saillants. Alors, c'est ce qu'on vous présente, mais aussi attaché au sommaire décisionnel, il y a le rapport complet que vous aussi, peut-être avez lu, aurez des questions aujourd'hui. Alors, rapidement, les faits saillants, là, de façon très brève, on était encore en pandémie mondiale en 2021, donc il y avait des actions particulières pour ça. On a lancé au début de l'année une nouvelle carte interactive d'éclairage de rue qui permet de déclarer des bris et d'être totalement en temps réel là, sur l'état de la situation. On fait état aussi d'une croissance intéressante là, au niveau de la contribution municipale à 28,4 millions. Puis, on a aussi, au début de l'année, eu la réponse, la décision officielle de la Régie de l'énergie qui entérinait l'entente qu'on a faite avec Hydro-Québec pour la charge cryptographique afin de conserver la majorité des avantages, disons, ou des profits et du délestage de ce type de change-là. Pour les prochaines diapos, je vais laisser Mme Leclerc vous présenter des chiffres plus en détail. Complexité du rapport, on pourrait peut-être y aller par page pour s'il y a des gens qui ont des questions. Ça vous va? Aucun problème. OK. Donc, on va y aller avec l'état des résultats 2021. On peut voir qu'au niveau de nos ventes d'énergie, on avait budgété 208 millions. On a terminé à 210. Je vais aller juste avec les gros morceaux en passant. Là. On voit que c'est favorable de près de 2 millions. Je vous mentionne, c'est très grandement attribuable aux crypto-monnaies. Les ventes aux crypto-monnaies avaient été, les implantations de nos clients avaient été plus rapides un petit peu que prévu, d'où le 2 millions de plus. Dans les achats d'énergie, ben, on a un peu là, la contrepartie de ça. Ça se reflète dans notre bénéfice brut. Un écart favorable de 2,3 millions. Au niveau des dépenses d'opération, c'est seulement 78 000 là, favorables, pas mal dans le budget. Les autres revenus aussi, pas mal dans le budget. Les affectations, je veux attirer votre attention ici. On avait budgété 100 000. Ça, les affectations ici, c'est notre payé comptant. À chaque année, on prévoit toujours 100 000. En 2021, en lien avec nos travaux pour les crypto-monnaies, on avait un payé comptant de 850 000 de plus qu'on avait décidé, avec l'accord du conseil, bien sûr, d'affecter en payé comptant. Pour un bénéfice de 28,4 millions.
ça avait été adopté au Conseil d'envoyer une partie des profits de crypto-monnaie au Fonds de stabilisation. On peut voir que l'affectation 2021 a été de 4,7 millions pour un bénéfice net, je vais dire non affecté, de 23,6 millions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je peux peut-être briser la glace. Quand même des plus intéressants puis plus satisfaisants aussi. Là. Mais la question, c'est qu'on a vendu 2 millions de plus d'énergie, mais on a acheté 291 000 de moins. Donc, on a fait une meilleure gestion énergétique. Oui, tout à fait. Puis principalement au niveau des crypto-monnaies. Pour nous, nos clients de crypto-monnaies sont délestables l'hiver. Et c'est des grosses charges. Ça fait vraiment un changement dans nos pratiques de délestage. On essaie de prévoir au meilleur de notre connaissance. Puis finalement, en 2021, ils ont réussi à bien insérer ça dans nos activités. Puis je ne veux pas tomber trop dans le technique, mais en temps normal, nous, l'été, on appelle ça être en sous-utilisation. C'est-à-dire qu'on paye à Hydro-Québec parce qu'on achète presque 95 de notre électricité, on l'achète à Hydro-Québec, l'électricité qu'on revend à nos clients. Quand on achète l'électricité à Hydro-Québec, nous, on paie de la puissance plus que ce qu'on aurait besoin en été. Quand on a des clients de crypto-monnaie, ils viennent combler leur consommation qui sont stables durant l'année, eux, ça vient combler cette sous-utilisation-là durant l'été. Fait que ça a été mieux que ce qu'on espérait. Félicitations. Vous voyez, au niveau de nos ventes énergie, on a terminé à 210,1 millions. Peut-être vous mentionner que dans le fond, il y a 20 millions pour nos crypto-monnaies et 190 millions pour nos autres clients dans ça, en 2021. Au niveau des achats d'énergie, on a terminé à 144,3 millions. Tous ces chiffres-là, vous voyez, c'est des records, mais c'est ça, c'est attribuable là, à forte augmentation de nos clients de crypto-monnaies. Au niveau du recouvrement, il y a un résultat surprenant. Je dirais ça comme ça. Le fonctionnement pour nos mauvaises créances, ça fonctionne par provision. On essaie de prévoir quelles seront nos mauvaises créances. Vont connaître des difficultés, on va avoir beaucoup de faillites, donc j'avais prévu beaucoup de mauvaises créances et il s'est avéré finalement, avec la pénurie de main-d'œuvre, tout ça, qu'on n'a pas eu beaucoup de faillites comme on pensait. C'est vraiment mieux que ce qu'on pensait. Même dans le commercial, j'ai l'impression qu'avec l'aide gouvernementale qui avait été accordée aux entreprises, on n'a pas eu autant de faillites qu'on pensait. Donc, comme j'en avais trop prévu en 2020, bien, en 2021, je ramène ça à un niveau plus normal. Ensuite, un autre facteur là, important dans nos indicateurs de performance, c'est la santé-sécurité. Alors, depuis 2015, on a quand même une tendance à la baisse pour le nombre d'accidents. Puis en 2021, c'est pratiquement une année record en termes de perte de temps pour les heures causées par les accidents, qui sont environ à 250 heures. Là. Est-ce que parmi les solutions, c'était que vous avez fait de la réaffectation du personnel pour pouvoir les garder actifs, ceux qui étaient avec des problèmes de santé en lien avec les accidents de travail, ces choses-là? Mais, en fait, c'est plutôt une performance d'accidents graves qui n'ont pas eu lieu comparativement au passé. Ce n'est pas par rapport à des actions sur des suite à des accidents.
c'est vraiment il y a moins d'accidents importants. Parfait, merci. L'indice de continuité, c'est vraiment un élément important. Là, il y a quatre indicateurs, mais on en montre seulement qu'un. C'est un indicateur de fiabilité du réseau. Puis, comme vous comprenez, pour les clients, c'est très important. Commercial à la maison aussi, là, garder l'électricité. Puis en 2021, on a une très bonne performance encore, qui est moins que 2020, qui est exceptionnelle à cause de la COVID, qu'on faisait très peu d'arrêts pour, on appelait ça des pannes planifiées. Dans le contexte du télétravail puis de la pandémie, on avait pratiquement évité ça. Là, on est revenu un peu plus à la normale en 2021, mais on est encore sous notre mieux que notre objectif qui est au-dessus de 2. Alors, depuis quand même 4-5 ans, on a des meilleures performances. Puis, j'ai déjà mentionné ça l'an passé, mais on a aussi une méthode de travail différente suite à une formation intensive qui est la méthode qu'on appelle contact ou méthode au gant. Ça veut dire que les monteurs peuvent travailler sous tension sur les lignes. Ça facilite de ne pas couper l'électricité pour faire des manipulations pendant des travaux d'amélioration. Donc, ils peuvent, ça diminue le nombre de pannes dans l'année. Parce que ça inclut les pannes planifiées qui sont pour des travaux d'amélioration ou de changement. Production des centrales, d'une année record un peu dans l'autre sens. C'est 1 million de moins que notre meilleure année qui était à 5 millions. On a 4 millions de génération. En fait, c'est vraiment un manque d'eau parce qu'on suit un nouveau facteur maintenant qui est l'efficacité des centrales. Le facteur d'utilisation, c'est en fonction de qu'est-ce qu'une centrale, en théorie, pourrait nous donner. Mais si on n'a pas d'eau, on ne peut pas produire. Donc, on suit un nouveau facteur qui n'est pas ici, qui est l'efficacité, qui est environ de 87 %, ce qui est très, très bon. Alors, même pendant la période hivernale au lac Saint-François et Elmer, le gouvernement ne pouvait pas nous donner les débits d'eau nécessaires pour produire des taux satisfaisants. Fait qu'il nous laissait toutefois pendant la période de pointe des débits, parce qu'il y a une communication là, avec eux, mais ça ne me permettait pas d'avoir une production aussi étoffée pour l'année. Plan d'action 2022, là, quand même très allégé. Là. Alors, on avait vraiment une priorisation pour des jours de formation. C'est un focus très fort là, pour récupérer certains retards. Parce qu'en 2020, veut pas, on avait, à cause du confinement, pris un certain retard parce qu'il y a des formations, il faut être en présentiel pratiquement là, pour des ateliers pratiques. Là. On a mis en pratique le mode hybride. C'est très généralisé dans toute la planète, là, mais chez nous aussi. On a aussi de raccorder nos clients crypto, vous savez, là, avec le déménagement. Là, puis on est dans la dernière phase. On a continué les projets de partenariat avec l'université, mais je n'irai pas dans le détail. On avait un gros feu de circulation là, à la rue Gare qui faisait partie aussi là, des plans, poursuivre le projet pilote en maîtrise de la végétation avec des vues aériennes afin de mieux déterminer les endroits où prioriser. On implante aussi, on a implanté, c'est en cours de route, là. C'est pas de finaliser, c'est un nouveau portail client avec notre système pour le suivi avec nos clients pour les abonnements. On met aussi, évidemment, là, on est dans le cadre de l'action de la première phase du système financier de la ville. Veut pas, ça nous impacte beaucoup pour le budget d'immobilisation, le budget de fonctionnement. Puis, on a revisé aussi une stratégie de délestage de la crypto. On a fait ça l'an passé, puis on le refait encore cette année parce que la charge augmente beaucoup. Puis, dans l'entente pour la crypto avec Hydro-Québec, on déleste aussi pour le réseau d'Hydro-Québec un premier 100 heures. Fait que ça change la dynamique là, de délestage. Fait que ça fait le tour de la présentation du rapport annuel 2021. Juste pour l'ampleur du délestage, il me semble que j'avais entendu comme la crypto-monnaie, c'est environ 300 heures par année, ça se peut-tu? C'est 300 heures par année, oui. C'est quand même... c'est même au règlement. Okay. Ouais. Dans le tarif. Oui. Oui, Madame Le Tarte-Lavoie. Oui, bonjour, merci de la présentation. J'avais quelques questions, mais je voulais revenir d'abord sur le plan d'action 2022. Il n'est pas dedans, mais parce que vous savez, là, avec
il y avait été question, entre autres dans le comité de gestion, là, de revoir la gouvernance d'Hydro-Sherbrooke. C'est dans notre plan d'action aussi. Puis là, on sait qu'il y a eu des changements. On a perdu la présidence. Donc, est-ce que ça va être mis de l'avant? Puis, je ne sais pas si on a besoin de... faudrait avoir un consultant pour nous aider ou je ne sais pas, est-ce que ça va faire. Là, il n'est pas écrit parce que c'est comme tout, peut-être ça vient d'arriver, mais est-ce qu'il va être dans les actions à prioriser? Bien, en fait, si c'est la gouvernance au-dessus d'Hydro-Sherbrooke, nous, on est là pour supporter puis aider à bien comprendre notre domaine d'affaires, mais ce n'est pas nous qui devons structurer la gouvernance d'Hydro-Sherbrooke, bien on pourrait faire des choses, mais je pense que ça appartient à des instances plus hautes si on veut changer les choses à ce niveau-là. Mais on est... Nous qui allons gérer ça. Je pense que le dossier va être adressé au comité exécutif aussi. Et aussi, c'est en lien avec la responsabilité aussi de la gestion de l'ensemble de l'organisation municipale. Si on s'en vient avec 3 DGA aussi, je pense qu'il y a une partie, je pense que c'est M. Drouin qui va être titulaire de la responsabilité d'Hydro-Sherbrooke. Donc, on va sûrement en discuter prochainement. Oui, mais on est totalement disponible pour expliquer nos enjeux, puis ça fait partie là, bien sûr, de la collaboration qu'on veut bien faire. Okay. J'ai peut-être oublié, je vais juste mettre ça à l'écran si ça vous intéresse, mais on finit toujours notre présentation avec des remerciements des clients. On trouve que c'est toujours pour ça qu'on travaille. Puis on montre ça à nos employés aussi. On a un registre des remerciements pour encourager cette bonne cueillette. Excusez. Il y avait aussi dans le document, j'avais vu là, développement du marché des serres. Fait que ça m'a juste fait penser, est-ce qu'on est dans des projets là, pour essayer d'encourager le développement puis qu'il y en ait plus pour l'autonomie alimentaire. C'est un sujet qui a été beaucoup discuté dans les dernières années pour essayer de favoriser ça, dans le fond, d'avoir des prix sur l'électricité ou tout ça. Donc, ça, c'est quoi? Si vous pouvez nous en parler un petit peu, qu'est-ce qui se travaille à ce niveau-là? Et justement, on a la spécialiste des tarifs avec nous. Là. Il y a un tarif maintenant pour les serres, effectivement, qui a évolué et qu'on est en mesure d'offrir. L'enjeu des serres, c'est souvent d'avoir un gros joueur, un gros consommateur approximatif qui pourrait même donner la chaleur, qui viendrait faire une plus grande synergie, comme on a entendu certains projets au Québec, qui pouvaient peut-être s'installer aussi à Sherbrooke. Fait que on a été approché pour ça, on a eu des rencontres, mais il n'y a pas eu rien de concret encore. Mais c'est vraiment un sujet de... Mais on est ouvert s'il y a des gens qui veulent venir s'établir. Puis... Okay. Oui, M. Jean. Ben moi, c'est un B, un R, un A, un V, un O. Bravo à toute votre équipe, M. Laprise, Mme Leclerc, M. Seminaro, tout le personnel d'Hydro-Sherbrooke. On est vraiment privilégié comme ville d'avoir une source de revenus incroyable comme celle d'Hydro-Sherbrooke. Non seulement le service contribue aux revenus du budget à la hauteur de 23,6 millions en 2021, mais en plus, Mme Lapierre, il contribue au fonds de stabilisation, à notre fameux bas de laine, qu'on a créé récemment pour se donner une marge de manœuvre. Alors, pour 2021, juste rappeler que cette contribution s'élève à 4,8 millions. Donc, une participation aux finances de la ville pour plus de 28 millions. Alors, c'est toujours bon de rappeler à tous les Cherbouquoises et Cherbouquois le joyau d'Hydro-Sherbrooke et de la façon que c'est bien géré. Alors, félicitations. Mais merci, on fait le message aux employés. On croit beaucoup. Puis, un élément important à comprendre dans la structure des représentations de l'état des résultats, c'est qu'on a déduit le fonds, en fait, le fonds pour la dette, le paiement de la dette annuellement. On a déduit aussi les frais de l'ensemble de l'appareil municipal parce qu'on a plusieurs services support qui est à une hauteur de 5,5 millions à peu près. Donc, tout l'ensemble des coûts est pratiquement inclus dans ce résultat-là, incluant la dette. Le fait d'avoir payé aussi 800 000 $. Oui, 850 000 de plus. 850 000 $ en argent comptant. Oui. Ça l'aide beaucoup aussi. Et ça diminue l'endettement. L'endettement, donc. Ouais. C'est ça. Alors, bravo, encore une fois.
Merci. Merci. Et merci d'avoir été là à la fête des familles du Mont-Bellevue. Il y avait une nacelle et puis les enfants s'en sont donnés à cœur joie. Ouais. C'est une très belle façon de rappeler aux gens notre service. Puis attirer de la relève. Oui, voilà. Sujet de là. L'année prochaine, on va en avoir 2. Ah, c'est bon. On les prend jeunes. C'est bon. Merci, M. Gênes. Je pense qu'il y a une continuité dans le message de M. Gênes. Je pense que le conseil municipal, dans les débuts des années 2000, s'est penché sur une opportunité de payer la dette de la ville de façon entière en vendant Hydro-Sherbrooke. Il y avait une étude qui avait été faite par Pricewaterhouse à l'époque. Je pense que c'est autour de 360 millions, 380 millions la valeur marchande. Si on prend la nouvelle ville a maintenant 20 ans et des revenus, supposons qu'on fait une moyenne annuelle de 20 millions, donc cet argent-là a été épuisé à 100 %. On n'aurait pas ce levier économique actuel. En plus de cette fierté, hier, j'avais le privilège d'avoir avec moi les candidats et candidates dans Sherbrooke au point de vue des élections provinciales. Et là, je leur parlais de la fierté des Sherbrookeois qui vont avoir de voir des autobus propulsés par Hydro-Sherbrooke. On devrait être capable de convaincre le gouvernement du Québec, justement, à avoir la même fierté au point de vue national pour peut-être essayer de chercher des revenus additionnels pour nous aider à compenser le manque à gagner ou les besoins d'investissement au point de vue transport en commun. Puis encore une fois, même message que M. Geng, bravo, félicitations. Et pour conclure, la parole à M. Reyes-Guibonge. Très rapidement, merci, M. le Président. C'est juste pour rebondir sur, justement, quand vous parlez de fierté. Je me demandais, est-ce que Hydro-Québec et Hydro-Sherbrooke, je m'excuse, avaient déjà pensé ou pourraient penser à certains, à s'inscrire dans aussi bien le plan touristique que le plan culturel sherbrookeois, dans le genre que ça reste un joyau de la ville. On essaye de continuer à travailler sur la fierté sherbrookeoise d'être ici puis d'avoir des institutions. Donc, il y avait déjà eu des discussions de dire est-ce qu'on fait des visites de certaines de nos institutions, l'hôtel de ville et tout ça. Et c'est de voir si vous, dans votre plan, justement, c'est une approche qui a été faite ou c'est une approche que vous avez justement fait de voir comment est-ce que Hydro-Sherbrooke pourrait s'inscrire dans le paysage, on va dire, touristique, là, sherbrookeois. Comment est-ce que les gens pourraient dire, ah, ben, il y a une visite une fois par mois ou une visite une fois par été, mais les gens, quand ils visitent, ils se réapproprient leur lieu de production d'électricité, là? Bien, on a une centrale, Oui. la centrale Frontenac, qui est la plus vieille en opération au Québec, Mhm. qui est un petit musée, Ouais. qui finalement est géré avec l'institution du musée ici. Ouais, puis en fait, ils font des visites, surtout dans la période estivale. Puis on a un projet d'essayer de revamper, de peut-être trouver des fonds, là, une subvention pour revamper, parce que ça date quand même, là, puis on pourrait moderniser Mais là, je parle l'interprétation. des installations modernes parce que à l'époque, là où j'étudiais, j'avais visité le centre de formation des agents frontaliers. La population est toujours intéressée de voir qu'est-ce qui se passe. On ne dit pas de les faire visiter chaque semaine et tout ça, mais avoir un programme, que ce soit avec les écoles, que ce soit avec comme ceux qui s'occupent du tourisme à Sherbrooke, de dire comme on a des portes ouvertes dans lesquelles on a des zones que vous pouvez être accompagnés. On vous montre, voilà, là, on produit l'électricité, voilà qu'est-ce qui se passe et que ça soit maintenant, ça fasse partie du paysage. Parce que, à quelque part, on focus sur la saine gestion puis les bonnes habitudes de vie, mais on veut que les gens aient aussi comme en tête que ça fasse partie de l'imaginaire, de l'histoire sherbrookeoise, de dire, vous savez, nous, on a une station Hydro-Sherbrooke, elle fonctionne, puis oui, c'est le fun de visiter le musée, mais c'est aussi le fun d'avoir un tour une fois par année, 2 fois par année, de dire comme on ouvre les portes, puis ça permet même de créer des futures vocations. Oui, ben en fait, c'est un très bon point là, pour une porte ouverte même de nos installations. Mhm. Puis c'est pour ça un peu la participation à Cœur en famille, c'est que on allait aussi au dîner avec les pompiers pour présenter nos équipements puis notre métier. Fait que ça permet de donner une visibilité, mais faire une porte ouverte à l'occasion, ça serait très, très intéressant, puis stimulant pour des écoles.
Puis aussi, dans notre vision, ce qu'on aimerait, dans une vision plutôt moyen terme, ce serait d'avoir un nouveau site hydro complètement complet, là, parce que notre cour à poteau est à l'écart, qui serait une bâtisse complètement innovante dans le domaine de la gestion énergétique, mais vraiment complète, avec qui serait une bâtisse qu'on pourrait visiter, puis qui serait vraiment moderne en termes de gestion énergétique et tout ça, et toutes les idées qu'on peut avoir dans ce domaine-là, parce qu'on est quand même, on a un leadership assez reconnu dans le domaine du délestage. Puis ça serait comme un exemple de bâtiment. Fait que ça serait une visée vraiment intéressante. Puis ça serait comme possible de visiter ça. Puis en conclusion, est-ce qu'il y aurait moyen d'inviter le conseil ou les membres du conseil à venir visiter une fois, quelque part dans la prochaine année? bien sûr. D'accord. Bien sûr. Puis on pourrait faire, il y a plusieurs possibilités. Visiter un poste, visiter notre centre, puis visiter aussi une centrale pour qu'on vous explique aussi les principaux fonctionnements, puis ça nous ferait plaisir. Ça nous fera plaisir d'apporter des beignes pour l'occasion, alors. Merci. Ah oui. Merci pour la suggestion. Peut-être juste ajouter un petit élément. Dans le musée de notre centrale Frontenac, c'est pas rien qu'un musée. Il y a des grandes vitrines où on peut voir les turbines qui fonctionnent, qui tournent. C'est intéressant pour comprendre comment l'électricité est produite. Oui, M. Jean. Ben, c'est sûr qu'en lien avec la question ou la proposition de M. Kibonge, c'est sûr que Destination Sherbrooke pourrait être dans le coup parce que on touche aussi à du tourisme par rapport à cette centrale-là. Comme Mme Leclerc vient de le dire, on peut voir les turbines, c'est toujours intéressant à comprendre comment ça fonctionne. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être amené à la Commission du développement économique. Merci. Je pense pas. Juste pour éclaircir, parce que là, c'est le plan d'action 2022. Je pense que, comme les propositions de M. Arraïs sont fort intéressantes, le plan stratégique pour 2023, il va être prêt quand? Ce serait le fun de l'avoir au début de l'année. Non, bien, le plan stratégique, c'est un exercice très profond et lourd. C'est ce qu'on a présenté en 2019. C'est un plan stratégique 2019-2023. OK. C'est ce que j'avais compris qu'on vous présenterait de façon très abrégée. Puis, je n'ai pas une version contemporaine, mais je pourrais vous faire quelques commentaires contemporains parce que ça a grandement changé depuis 2019, la situation de la distribution d'énergie. Puis, on est nous, ce qu'on fait, c'est on fait des suivis 2-3 fois par année par rapport à nos objectifs, puis la mise à jour du diagnostic. Puis l'an prochain, possiblement, ou peut-être plutôt en 2024, on va se lancer d'un nouveau plan stratégique. Parce qu'il y a beaucoup de mouvances dans notre domaine. Puis je pense que ça vaut la peine de vous en parler un petit peu. Et je crois, dans le plan stratégique, style de, pas commercialisation, mais de mettre en place un processus de communication pour faire mieux connaître, un petit peu dans le lien de commentaires de M. Raïs, dire comment on peut faire pour rapprocher encore plus la population sur la connaissance des installations, peut-être pour y l'intégrer. Oui, puis on peut faire un lien causal avec une orientation stratégique qui est la mobilisation, la main-d'œuvre. C'est très pertinent. Là. Parfait. Alors, je vais chercher l'autre présentation. Alors, on avait anciennement un plan stratégique qui datait de 2015, qui était selon la méthode Norton-Kaplan, qui est vraiment de regarder les liens causaux selon 4 grandes perspectives stratégiques. On avait fait ça à l'interne. Le deuxième plan stratégique, on l'a fait avec un consultant externe dans le contexte du conseil de direction en 2019. On a peut-être commencé en 2018, là, mais ça a été une démarche quand même assez intensive. Puis, je vous fais ça très vite, là, la démarche, de façon simple, il y a 50% de l'effort qui était le diagnostic.
qui était vraiment de faire le tour d'horizon du domaine d'affaires. Puis l'autre 50%, c'était de faire des choix stratégiques pour notre futur. Notre équipe, ici, vous avez l'équipe de gestion d'Hydro-Sherbrooke, mais dans notre consultation du plan stratégique, on a consulté la mairie, on a consulté le syndicat, on a consulté les employés, on a consulté des gens externes spécialisés en électricité, mais surtout en distribution d'électricité. Puis il y a peu de gens dans ce domaine-là, c'est surtout chez au Québec. J'arrive vite à une conclusion, là, mais c'est vraiment intéressant si vous lisez le détail du plan stratégique qui avait été déposé à ce moment-là. Puis, on pourrait revenir avec tout l'ensemble de l'œuvre. Mais ici, on fait état des grandes forces, faiblesses, opportunités, menaces de notre organisation. Je ne parle pas de la ville, mais vraiment d'Hydro-Sherbrooke. Alors, je vais y aller en gros. L'agilité est une force chez nous. Ce réseau a une grandeur d'hommes, donc grandeur de femmes aussi, bien sûr, mais dans l'instance où on peut réagir, puis se parler, puis beaucoup les gens sont foncièrement assez informés. On est reconnu en gestion de la pointe, la gestion de réseau. On a une planification rigoureuse du réseau à chaque année. On a une bonne expertise à l'interne, puis on n'a pas vraiment le choix parce que chez les consultants, ils peuvent avoir une expertise pointue sur des choses, mais en distribution d'électricité, il n'y en a pas au Québec de consultants. C'est très centralisé chez Hydro-Québec. On a un service à la clientèle, pas juste le service à la clientèle, mais un sens du service à la clientèle. Puis, vous comprendrez qu'on est dans une ville, on parle de citoyens, mais chez nous, on parle de clients. C'est une relation différente. Puis, ça n'empêche pas qu'il y ait des citoyens, bien sûr, mais notre relation est beaucoup plus client que citoyen. On a aussi une bonne rentabilité. Si vous regardez les réseaux dans l'ensemble du Canada, il y en a quand même plusieurs en Ontario, tout ça. Puis la marge nette, elle n'est pas très forte. On dégage avec notre efficacité quand même une bonne marge de rentabilité. Bon, les faiblesses, pour voir ça négativement, mais c'est des choses qu'on doit... donc, la relève de la main-d'œuvre, là, on est dans une époque... notre main-d'œuvre est très spécialisée, c'est très pointu de former des gens. Fait que ça, c'est un enjeu important. Manque de contrôle dans les fonctions support, approvisionnement, RH, légal, TI. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, la ville a des contraintes budgétaires. Tout le monde doit faire des choix, puis dans la priorisation, parfois, on doit attendre, alors que nous, on aimerait avancer. L'ensemble de la ville doit faire des choix, puis ça fait partie des difficultés. L'expérience client pour le raccordement, multiples intervenants, on souhaite justement, avec des ressources TI et des ressources externes, faire un projet d'amélioration afin de mettre sur le web pour nos clients l'état des choses, où ce que c'est rendu. C'est un gros projet quand même de faire ça. Ça, c'est dans nos intentions. Communication interne, c'est vraiment en lien avec le point précédent. Là, la communication interne pourrait être plus optimale dans ce contexte-là. Connaissance de l'état du réseau en termes de gestion d'actifs, c'était une faiblesse. Maintenant, ça commence à être une force parce qu'on l'a adressé depuis ce temps-là. Puis la formation. On a des enjeux de fournir toute la formation nécessaire pour être à jour. Puis on a commencé à avoir des belles clés intéressantes pour avancer. Les opportunités, je pense que ça va vraiment vous intéresser. C'était de développer la chaîne de blocs, les centres de données, des charges qui nous avantagent dans le contexte que l'été, on paye de la puissance qui n'est pas utilisée. Puis ça a été assez bien réussi, vous savez, avec la chaîne de blocs. On a cueilli un fruit qui était mûr, puis qui nous apporte ponctuellement des sources supplémentaires. Développer une clientèle industrielle, acheter de l'énergie hors Hydro-Québec, c'est une opportunité, mais qu'on n'a pas développée, bien sûr. Projet en synergie avec la ville, au niveau risque, financement, gestion d'actifs. Offre de services pour le rétablissement de plans à l'extérieur. Évaluer l'opportunité de produire de l'hydrogène. On fait beaucoup de veille technologique, veille stratégique.
Amélioration de contrôle à distance pour les centrales, c'est un projet qui a avancé. Inventaire des principaux gestions d'actifs, électrification des transports, distribution des télécoms, offrir la tarification dynamique. Ça, c'est très important. Partenariat avec Bell, chauffage urbain, développer une offre de service. Alors, il y a des opportunités qui ont été évaluées dans le contexte de notre domaine. Les menaces. Les changements tarifaires de la régie, en 2014, on a subi un changement tarifaire qui nous faisait perdre 7 millions qui dans les faits, selon de façon concrète, c'était peut-être plus 5,5. Mais c'est un coût important en 2014 que la Ville faisait face du jour au lendemain, mais ça s'est fait de façon progressive. Puis aujourd'hui, on l'a en quelque sorte récupéré à cause de la crypto, là, mais c'est quand même quelque chose qu'on est très à l'affût présentement de constamment s'assurer de ne pas revivre ça. Alors, planification urbaine entre Hydro-Sherbrooke et la Ville, en fait, la menace, c'est davantage sur... vous savez qu'il y a une partie qui appartient à Hydro-Québec. Alors, si on veut faire un parc industriel, on est en communication pour favoriser un lieu qui est Hydro-Sherbrooke et Sherbrooke parce que c'est très profitable pour la Ville et pour nous. Rareté de la main-d'œuvre, production autonome d'électricité par la spirale de la mort qui sont les panneaux solaires, qui est une mode, qui est moins de menace aujourd'hui. Je pourrais vous dire pourquoi plus tard. Puis faire face au changement climatique. Puis instabilité tarifaire à l'entrée, qui est un peu le même point que le premier, dans le fond, qui est changement tarifaire. Fait que les enjeux d'affaires, qu'est-ce qui est en jeu? C'est l'augmentation et la diversification des revenus. En 2019, notre analyse voyait une stabilité de la croissance des revenus. Aujourd'hui, je fais un commentaire contemporain qui n'est pas dans le plan stratégique. On est en croissance. Hydro-Québec, le gouvernement, avec le plan vert, veut électrifier le transport, électrifier le chauffage, puis ça, c'est concret, puis l'industrie. On a devant nous, déjà pour les prochains 18 mois, 40 mégawatts d'augmentation industrielle, qui n'est pas de la crypto. On a des projets sur la table pour le chauffage, puis on a aussi l'électrification des transports. Alors, on a un chantier énorme de croissance devant nous pour les 15 prochaines années, qui n'est pas la croissance de la construction là, immobilière. Là. Ça, on l'a déjà. Mais à côté, on a quelque chose qui, en 2018, ne se dessinait pas aussi fort que ça. Relève de la main-d'œuvre, on le prévoyait, on le vit maintenant. Cet été, on a dû se passer de certaines personnes parce qu'on n'a pas été capable d'en trouver. Fait qu'on doit avoir des plans pour ça. Mais c'est pas évident. Augmentation du pouvoir d'agir, toujours en lien avec la Régie de l'énergie Hydro-Québec. En 2018, 2014, plutôt 15, c'était très froid, les relations. Aujourd'hui, on a un partenariat qui n'est pas superficiel, qui est profond, qui est vraiment des discussions franches et une contribution vraiment, vraiment intéressante. Alors, ça a été construit. La mobilisation des employés depuis 2 ans avec la COVID, ça a été mis un peu sur le côté, là, parce que c'était un peu froid notre relation, mais c'est très important chez nous. On veut que les gens participent, soient mobilisés. Ça fait partie un peu de la normalité parce que nos gens sont beaucoup sur le territoire sans une supervision. Donc, il doit y avoir une prise en charge exceptionnelle. Transition numérique. Puis ici, transition numérique, c'est tout ce qui se passe en termes de tarification. Ça, c'est un enjeu qui est très, 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 très fort en 2018, puis encore plus fort aujourd'hui, parce que si vous entendez Mme Brochu, PDG d'Hydro-Québec, elle dit que la tarification dynamique, ça va être une obligation. Puis on n'est pas prêt, nous, à faire ça, parce que ça prend un nouveau système de facturation intégré qu'il faut remettre à jour. Il faut falloir aussi avoir des compteurs intelligents. Ça va être de l'investissement. Mais cet investissement-là va nous rapporter aussi dans le futur. L'excellence opérationnelle, on était, vous vous souvenez, en 2014, lorsqu'il y a eu un coût de 5-7 millions pour la ville, on s'est mis en mode optimisation, coupure de postes beaucoup. C'est toujours resté présent. C'est des boîtes à outils qui sont là. Mais j'ai un confrère au comité de gestion qui disait, ou ma consoeur, je ne suis pas trop sûr qui le dit, mais
On n'est plus en mode de gestion efficace, on est en mode de résilience avec le mode on est constamment en rupture de stock, constamment en manque de main-d'œuvre. Fait que même si on veut attacher des processus, on a des blocus partout dans le processus qu'on n'a pas le contrôle dessus. Fait que ça change un peu la donne présentement dans les années qu'on vit. Puis, on comprend que la COVID a le dos large, mais dans notre domaine, sur la planète, tout le monde en même temps veut acheter des transfos